Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la télévision rwandaise. Et tout de suite, voici les grands titres. Le Premier ministre, le docteur Edouard Ngirente, est à Nairobi, au Kenya, où il représente le président de la République, Paul Kagame, au sommet des chefs d'État et de gouvernement. Présentation ce lundi de l'ouvrage intitulé Left to Tell ou Épargné pour raconter de l'auteur ou l'autrice Iribagiza Immaculée au mémorial du génocide perpétré contre le Tutsi, ici même à Kigali. Nous allons y revenir. Bienvenue encore une fois à ce journal. Le Premier ministre, le docteur Edouard Ngirente, est à Nairobi, au Kenya, où il représente le président de la République, Paul Kagame, au sommet des chefs d'État et de gouvernement, où sont présentés les arguments en faveur d'une reconstruction des ressources de l'Association internationale de développement IDA 2021, qui appuiera la réalisation des objectifs de développement porteur de transformation pour le continent et au-delà. Les détails avec Kassim Youssouf. Ce sommet rassemble des chefs d'État et de gouvernement des pays africains, des représentants des bailleurs de fonds et des emprunteurs de l'Association internationale de développement IDA, l'une des 5 institutions du groupe de la Banque mondiale qui se réunissent tous les 3 ans pour reconstituer ses ressources et réexaminer son cadre d'action. Les chefs d'État et de gouvernement qui ont pris la parole dans ce sommet estiment que le partenariat dont l'Afrique a besoin est celui consacré à la consolidation du développement durable qui propose des solutions aux défis auxquels le continent est confronté. Ils ont en effet souligné que l'aide et les prêts dont on a besoin sont ceux qui réduisent le coût de production des marchandises et de mise en place des infrastructures telles que les voies ferrées, l'énergie, le renforcement des capacités en matière d'irrigation et autres. Ces dirigeants ont en outre indiqué qu'on observe encore sur le continent des disparités considérables et que l'investissement qu'il faut, c'est celui qui aide à promouvoir le bien-être social et à lutter contre le changement climatique. Il a été également souligné que le défi majeur auquel l'Afrique est confrontée est le fonctionnement de l'économie mondiale qui n'accordait pas assez d'opportunités au continent pour qu'il puisse se développer et que l'Afrique a besoin d'un bon leadership disposant d'une vision et de la volonté politique dans la recherche des solutions aux problèmes de la population du continent. Les habitants d'Afrique subsaharienne nourrissent des hautes aspirations pour eux-mêmes, pour leurs familles et pour les générations futures. À l'occasion de ce sommet des chefs d'État, des représentants de gouvernements, de la société civile et de la jeunesse venus de toute l'Afrique expriment leurs ambitions et plaident pour un soutien accru de l'Association internationale de développement IDA. Principale source de dons et de prêts à taux réduit dans le monde, l'Association internationale de développement IDA aide les pays à investir dans leur avenir, améliorer les conditions de vie de leur population et œuvrer pour la sécurité et la prospérité de tous. Sa mission est de mettre fin à la pauvreté sur une planète vivable et l'Afrique y occupe une place centrale, le continent bénéficiant de plus de 70% des engagements de l'IDA dans le monde. Justement, pour en parler un peu plus sur ce sommet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Alexis Nzeimana. Vous êtes analyste politique et économique. Bienvenue. Merci. Alors, parlons de ce partenariat. Quel est le partenariat, je dirais, dont l'Afrique a besoin en ce moment même? Merci. L'Afrique a besoin en premier lieu d'un partenariat entre ces pays. C'est sur ce partenariat intra-africain que le développement pourra se bâtir. Sans celui-ci, toute tentative sera comme celle
que nous parlons de l'IDA. Depuis 1960, cette initiative de la Banque mondiale visée au développement des pays les plus pauvres de la planète. Mais depuis sa création, seuls 36 pays ont gradué, ont quitté ce groupe de pays les plus pauvres. Mais parmi ces 36 pays, il n'y avait aucun pays, un pays africain que je dirais parmi les graduats. Alors, ce partenariat intra-africain devrait se baser sur la conception et la réalisation de projets communs de développement comme des infrastructures en général, des investissements dans l'industrie, des projets financiers et autres, mais aussi le partenariat avec ces acteurs internationaux. Je dirais que ça doit être un partenariat mutuellement bénéfique surtout pour les pays africains, comme les investissements sur le continent, l'exploitation des ressources naturelles et leur transformation sur le continent. En tout cas, le partenariat avec des agents à l'extérieur de l'Afrique devrait bénéficier de plus de la population africaine et que je dirais que ces agents internationaux qui viennent pour chercher les bénéfices au détriment des pays et de la population africaine. Alors justement, en parlant d'Afrique, c'est un continent aux énormes ressources qui est riche en minerais, mais malheureusement toujours encore pauvre. Alors pourquoi, je dirais, ces ressources ne profitent pas aux Africains eux-mêmes? Que faudrait-il faire justement pour changer la donne? Merci. Les ressources sont des atouts potentiels au développement, mais ils ne sont pas directement... ne peuvent pas directement procurer le développement à la population ou au pays, si je peux dire. Les ressources ont besoin des investissements pour les transformer en potentiel, du potentiel au développement réel. Alors, l'exploitation de certaines de ces ressources se font par les multinationaux étrangers et les emmènent en état brut, sans aucune transformation. Et cela est profité par ces multinationaux, bien sûr, et pas aux Africains. D'autre part, certaines ressources indispensables au développement, comme des terres arables, comme des cours d'eau qui peuvent donner de l'électricité et autres, n'intéressent pas ces multinationaux car ils devraient faire des investissements sur place en Afrique. Encore, certains pays font face à une mauvaise gestion du bien public. On ne peut pas le cacher vraiment, de sorte que même les revenus provenant de ces ressources sont mal gérés et ne procurent pas du développement escompté. Alors, pour changer les choses, il faudra changer d'abord les politiques concernant les investissements et la gestion de ces ressources et faire en sorte que l'exploitation se fasse sur le continent pour, je dirais, procurer aux Africains du travail, du savoir-faire, des impôts et tout ce qui découle de l'exploitation de ces ressources et qui peut, je dirais, contribuer au développement du continent, des pays et de la population. Et en plus, il faudra mener des partenariats entre les Africains, entre les pays, pour pouvoir influencer l'investissement ou investir eux-mêmes dans des domaines dont les étrangers ne sont pas intéressés. Oui. Dans ce sommet de Nairobi, le président des Comores, Azali Assoumani, a aussi soulevé un point, le problème des inégalités qui ne cessent d'augmenter de jour en jour sur le continent. N'est-ce pas aussi une situation qui accentue, je dirais, le sous-développement de l'Afrique? Effectivement. Mais il faut regarder les choses en face. Ces inégalités de développement qui se font remarquer sur le continent viennent des inégalités aussi des efforts que les gouvernements de différents pays africains mettent dans leur politique. Elles viennent aussi de l'attitude de ces gouvernements, de nos gouvernements, je dis les Africains, envers les partenaires comme ce IDA qui tient une conférence à Nairobi et autres,
où certains agents gouvernementaux détournent des fonds qui étaient destinés au développement et ces agents partent sans aucune redevabilité. C'est lamentable. Ces inégalités peuvent aussi venir des attitudes de ces partenaires internationaux, il ne faut pas le cacher, qui conditionnent leur soutien, leurs apports aux pays africains, de sorte que leurs fonds ne viennent pas là où il serait une base, je dirais, une base solide du développement, mais ils vont dans des domaines choisis par ces partenaires par les biais des influences qu'ils veulent exercer sur le continent. Mais je dirais que ces inégalités doivent réveiller les Africains et c'est nous qui devons voir en face, je dirais, les sources ou bien les causes de ces inégalités qui accentuent le sous-développement de l'Afrique, comme vous le dites. Justement, en parlant de nous-mêmes, les Africains, le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, a aussi soulevé un point, je dirais, crucial pour ce qui est de ce modèle économique mondial qui est, selon lui, un frein au développement de l'Afrique. Est-ce vrai que ce système n'est pas favorable au continent? Si oui, que devraient faire, je dirais, les Africains face à cette situation? Oui. Ce système de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, je dirais qu'il ne se pas du tout favorable au développement de l'Afrique. Et cela a été maintes fois évoqué par différents dirigeants du domaine politique, du domaine économique, du domaine financier. Donc, en tout cas, il a été évoqué beaucoup de fois. Leurs modèles ont été... Je dirais que leurs modèles ont des conditionnalités strictes qui ont eu un impact négatif sur les populations pauvres et vulnérables en Afrique, avec des dettes insoutenables qui limitent la capacité des pays à investir dans le domaine social et économique. Et ce modèle favorise les inégalités entre les riches et les pauvres et entrave le développement inclusif. C'est un modèle vraiment qui encourage une spécialisation excessive dans l'exportation de matières premières en Afrique et ce qui rend les pays plus vulnérables aux fluctuations des prix mondiaux des ressources naturelles. Du fait que ces ressources sont transformées à l'extérieur du continent et lorsque les prix mondiaux fluctuent, vraiment ça affecte le continent parce que leur modèle a conditionné l'exportation des matières premières en état brut. C'est un modèle vraiment qui a été longtemps utilisé pour réduire aussi l'autonomie politique des pays africains par le conditionnement de leurs aides financières. Ils disent que si je dois vous donner de l'aide financière, il faut que vous fassiez des réformes mais qui sont conformes aux intérêts de certains pays ou bien de certaines organisations internationales. Et ça a entravé, je dirais, l'autonomie politique de beaucoup de pays africains. Alors, ce qui doit se faire, les pays africains doivent faire, je dirais, un front commun pour pouvoir influencer ces institutions et leurs décisions, mais aussi ils doivent faire un partenariat intra-africain comme nous l'avons évoqué précédemment pour pouvoir mener des investissements sans dépendre des institutions ou pour pouvoir trouver ailleurs de fonds nécessaires et sans conditionnement pour les projets de développement sur le continent. Il faut que les pays vraiment fassent un front commun, que ce soit pour influencer ces institutions, mais aussi pour trouver de nouveaux partenaires qui peuvent comprendre les projets des pays africains. Merci beaucoup Alexis pour cet éclairage. Merci à vous. Au cours d'un café littéraire ce lundi au mémorial du génocide perpétré contre les Tutsis de Kigali, l'auteur de l'ouvrage intitulé Lave Tutelle ou encore Épargné pour raconter, l'auteur Iribagiza Immaculé a salué le courage des militaires Inkotanyi qui ont libéré le pays et sauvé des rescapés Tutsis d'une mort certaine, ainsi que les efforts que les Rwandais continuent de déployer pour reconstruire leur pays. Le point avec Patrick Nilidandi.
L'auteur de l'ouvrage autobiographique Ilibagiza Immaculée a indiqué que son livre a été écrit avec les larmes et le chagrin, dans le but de raconter le drame qu'elle a traversé et partager ainsi cette expérience avec toute personne qui traverse des moments difficiles. Dans ce livre qu'elle envisage de traduire en Kinyarwanda, la langue locale, elle revient sur cette expérience traumatisante où elle et 7 autres compagnons d'infortune ont été contraints de se cacher pendant 91 jours dans la toilette d'un pasteur qui habitait le même quartier qu'elle. Elle salue le courage des soldats Inkotanyi qui ont libéré le pays et sauvé ainsi les Tutsis qui étaient en train d'être tués. Lors de la tragédie, elle a perdu ses parents, ses 2 frères et de nombreux autres membres de sa famille qui ont été massacrés. Actuellement, elle, ses 2 enfants et son mari vivent aux États-Unis. Elle a indiqué qu'elle reviendra vivre au Rwanda, car le Rwanda actuel lui apporte la joie et les réconforts. Elle dit également être fière de progrès accomplis par le pays. Certains parmi ceux qui ont lu le livre Left to Tell, traduit en 42 langues à travers le monde, affirment y avoir puisé beaucoup en termes de ressources sur l'histoire du pays. Ilibagiza Immaculée est née à Mataba, dans l'ancienne préfecture de Kibuye, aujourd'hui district de Karongi. Elle a écrit 12 livres sur l'histoire du Rwanda, particulièrement sur le génocide perpétré contre les Tutsis. La communauté sénégalaise au Rwanda se déclare résolue à s'engager pour la paix et à promouvoir la coopération entre le Sénégal et le Rwanda. Cela intervient au moment où les Sénégalais vivant au Rwanda se sont joints aux Rwandais pour la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Reportage de Charlène Foura. Au site mémorial de Gisozi, la communauté sénégalaise honore la mémoire des victimes du génocide commis contre les Tutsis. Au nom de tous les membres de la diaspora sénégalaise au Rwanda, Madame Aram Gueye a délivré un message de compassion. Je porte la voix de mes compatriotes pour commémorer de nouveau la mémoire des victimes du génocide. D'ailleurs, on ne fait pas que matérialiser en présentiel l'acte de notre peuple, le Sénégal, qui a déjà compati symboliquement à l'association de la récente journée nationale de mémorial. Je parle de l'image qui circule sur les réseaux sociaux, prise sur le moment de la Renaissance au Sénégal. Sur l'image, vous avez tous vu clairement le message Kiubuga, qui signifie souvenir, gravé en gros caractères. Ceci est un signe qui confirme l'amour sincère et fraternel que nous partageons entre nos 2 peuples. Soyez en rassurés. Avec les Sénégalais d'ici, conscients de cette plaie cicatrisante causée par le génocide, aujourd'hui en outre, nous venons avec un cœur imbu de l'âme honorer la vie de toutes les victimes de cette tragédie. Et nous nous engageons à vulgariser le message à travers nos actions, nos paroles et nos pensées. En plus, comme la tradition sénégalaise le suggère, et celle de rwandaise, nous allons recueillir sur les tombes des disparus pour déposer une fleur. Nous renouvelons d'une manière générale nos condoléances les plus attestées au peuple des 1000 collines et surtout particulièrement aux familles directement touchées par cette fatalité. Le président de cette association indique que le Sénégalais vivant au Rwanda s'associe au pays pour les activités de la 30e commémoration et salue la résilience des Rwandais 30 ans après les génocides contre les Tutsis. Le message qu'il est, c'est la seule parole, never again, que ça ne se reproduise jamais, quoi. On n'a pas besoin de ce genre de stratégie. Ce qui est là, vraiment, nous avons eu la chance d'avoir un bon président ici au Rwanda qui a fait un bon abri le pays, que tout le monde puisse se pardonner et vouloir continuer à l'avance, que ça ne se reproduise jamais. Effectivement, il y a de très bonnes relations entre le Rwanda et le Sénégal, surtout avec l'ancien président qui vient de quitter. J'espère bien que toujours cet arbre dont ils ont planté, ça reste toujours, ça va pouvoir rester et puis que nous tous qui sont là encore pourrons y utiliser avec le nouveau gouvernement qui est en place au Sénégal.
Ce sentiment de satisfaction est partagé par cet autre membre de la communauté sénégalaise vivant au Rwanda, qui indique que la résilience des Rwandais lui inspire à nouveau le goût de la vie après une période sombre du génocide contre les Tutsis en 1994. Quand les Inkotanyi sont venus nous sauver au Rwanda pendant le génocide, les pays étaient réduits en cendres, la vie était très difficile et l'avenir semblait sans espoir. Mais depuis leur arrivée, ils ont reconstruit le pays et leurs efforts sont remarquables aux yeux du monde. Aujourd'hui, nous avons des maisons, nous mangeons à notre faim, nous avons des infrastructures modernes, des écoles, des hôpitaux, la sécurité et bien plus encore. Je remercie le gouvernement rwandais, surtout son Excellence Paul Kagame. Maintenant que le passé est derrière nous, nous devons construire notre avenir. Il est important que les responsables de cette tragédie demandent pardon et que justice soit faite pour ces victimes. Les Sénégalais vivant au Rwanda affirment qu'ils continueront de se tenir aux côtés des Rwandais sur base de bonnes relations déjà existantes entre les deux nations. Les Rwandais, ce sont nos frères. Ce n'est pas aujourd'hui que le Rwanda est avec le Sénégal. D'après ce que je me rappelle, le Rwanda et le Sénégal avaient signé leurs premiers accords de coopération bilatérale en 1973. Ça représente, malgré la distance, on est des frères. On est là aussi, on a des familles rwandaises, des femmes rwandaises, des maris rwandais parmi nous. Ça, c'est beaucoup de choses. On est avec le Rwanda, on sera avec le Rwanda pour toujours et dans tout. Fall est une jeune Sénégalaise qui vit au Rwanda. Après avoir appris l'histoire du génocide contre les Tutsis, exhorte les jeunes du monde entier, en particulier en s'engageant pour que les génocides ne se reproduisent plus jamais dans le monde. Et nous sommes vraiment ravis d'avoir vécu un peu, même si c'est par passage ou bien par des photos avec eux. Nous sommes vraiment ravis d'avoir partagé leur souffrance et nous sommes encore ravis, de voir comment est-ce qu'ils se sont sortis dans tout ça, dans la situation. Donc vraiment, c'est qu'on souhaite en plus que ça continue comme ça, que ça ne revienne plus, parce que ça fait vraiment mal. C'est douloureux et on ne veut pas repasser ça. Le Sénégalais vivant au Rwanda affiche la volonté de collaborer avec le Rwanda dans tous les domaines de développement du pays. Charlène Fouraha pour la télévision rwandaise. Ce matin, au centre de démobilisation et de réintégration de Mutobo, en district de Musanze, s'est tenue une activité de réintégration de ceux qui constituent la 71e catégorie qui sont récemment rentrés des forêts de la République démocratique du Congo. Parmi 55 qui ont été officiellement réintégrés aujourd'hui, il y avait 46 qui étaient du service militaire, 2 enfants des groupes armés et 7 civils. Ces 55 personnes ont choisi de rentrer par leur propre volonté. D'un côté, ils ont un regret de leur temps perdu dans les forêts. D'un autre, ils se réjouissent de la façon dont ils ont été accueillis par la communauté rwandaise. Parlons santé à présent. Pour évoquer la ménopause, ce phénomène naturel chez les femmes à un certain moment de leur stade de leur vie, de leur développement, notre consoeur Olive Nete s'est entretenue avec le docteur Mwanze Souira, gynécologue obstétricien à l'hôpital Roi Faisal à Kigali. Il nous parle des symptômes de la ménopause et surtout comment elle peut impacter la vie de l'individu. Les détails. La ménopause peut venir avec beaucoup de complications. Donc la ménopause, d'abord, je la définis comme une cessation des règles de 12 mois consécutifs. Elle peut venir tôt, elle peut venir à 51 ans. Quels sont les symptômes les plus courants chez les femmes? C'est une très bonne question. Et les symptômes dépendent de la période de la ménopause, parce que ce que nous appelons la préménopause, la périménopause, la ménopause et la postménopause. C'est mélangé un peu avec l'anglais, mais tout est scientifique, il n'y a pas de problème. Alors, à chaque stage, ou à chaque stade, correspond un nombre de symptômes. La préménopause n'aurait vraiment pas de problème comme tel, parce que
c'est une période où la ménopause n'est pas encore impliquée. C'est pour ça qu'on l'appelle pré, ça veut dire avant. La périménopause, ça veut dire autour de la ménopause. C'est là que pratiquement les symptômes sont plus éloquents, sont plus fréquents, sont plus visibles et sont plus aliénants d'ailleurs. C'est là qu'on se concentre notre activité parce que justement, c'est cette période de la vie où les gens sont très occupés, où les gens commencent à avoir leur poste managériel. C'est là que nous concentrons beaucoup d'efforts parce que le traitement que nous donnons donne l'occasion et le privilège de vivre ces symptômes sans en être très affecté. L'autre, c'est la ménopause. Ces signes, je voudrais en parler un peu plus après, ces signes sont bien sûr évidents, mais ils sont moins prononcés que dans la périménopause. Et alors, nous tenons compte de ça aussi, mais le management ou le traitement de ces symptômes, ce n'est pas aussi agressif qu'on a la période de la périménopause. Alors, en post-ménopause en général, on ne donne pas de traitement comme tel de la post-ménopause, mais c'est une période pendant laquelle d'autres maladies chroniques surviennent. Et alors, nous profitons de cette occasion, de cette période, non seulement pour éduquer, mais aussi pour déceler, mais aussi pour référer les patientes, mais aussi pour éduquer et donner l'occasion de vivre sa fin de la vieillesse avec aisance, avec santé et avec joie. Et alors, c'est quoi les symptômes en fait sur lesquels il faut beaucoup plus, peut-être, pour répondre à la question complètement. Si je commence par le cerveau ou la peau ou la tête, vous avez le manque de sommeil ou l'insomnie comme nous le disons en français, vous avez l'irritabilité, puis l'oubli, et puis ces conditions dont je parle peuvent avoir un impact extrêmement sérieux sur notre travail, parce que la concentration, parce que la perte de mémoire, tout ça, ça vient surtout dans la période de la périménopause. Alors imaginez-vous dans une situation où vous êtes une ménagère, ou quelque autre fonction de grande envergure, ça peut avoir un impact très très sérieux. C'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.